Nous allons comprendre, savoir la vision d'un nouvel entrant sur la Silver Economy avec Laurent Had, qui est le fondateur et directeur général de Cocoon Care. Bonjour Laurent. Bonjour Frédéric, merci pour l'invitation. Peut-être te présenter, puis présenter Cocoon Care. Oui, bon, je vais surtout présenter Cocoon Care. Moi, à la limite, c'est pas très important. Cocoon Care, bah, c'est une jeune start-up de la Silver Economy. On a eu un parcours très intéressant puisqu'on s'est créé en pleine période Covid. L'entreprise est née le 28 février 2020, Ah oui, alors euh, pile au bon moment, effectivement. pile au bon moment, ce qui nous a valu quelques mois intéressants. Et je dirais que nous, l'organisation distancielle, bah, elle est dans notre ADN, elle est native, puisqu'une grande partie de l'équipe est disséminée partout en France. J'en ai dans le sud-ouest, dans le sud-est, en région parisienne. Donc, nous, on est vraiment une équipe Covid, compatible Covid. Donc, on s'est créé tout début 2020 avec un objectif qui était de travailler pour promouvoir et favoriser l'autonomie des seniors et la tranquillité de leurs aidants. Alors, une fois qu'on a dit ça, on est un peu plus concret, c'est-à-dire que nous, on est sur la partie qu'on appelle en bon français le cure, le care, et puis demain, on ira sur la partie predict, donc l'alerte, la prévention et la prédiction. Donc pour le moment, on s'est lancé, on est rentré sur ce marché parce que on a quelque chose à faire valoir. On a une innovation qu'on pense être très intéressante sur ce marché-là. Et on rentre sur le sujet critique de la chute des personnes âgées, comme beaucoup d'autres, évidemment. C'est un sujet qui est d'actualité, d'autant plus que le rapport de Luc Broussy est paru en mai dernier, qui mettait en avant des chiffres qui, lui dit très bien, depuis 20 ans n'ont pas bougé, en fait. Donc, c'est des chiffres qui font un peu froid dans le dos parce qu'on se dit, bah, oui, la chute, ça tue 3 fois plus de personnes que la mortalité routière. C'est vrai que quand on met ça en perspective, on se rend compte de l'enjeu. Et on s'est dit, bah, tiens, nous c'est un sujet sur lequel, avec notre techno, on a une forte demande de la part du marché. Et on s'est dit, bah, tiens, il faut qu'on y aille parce on est convaincu qu'on a quelque chose à y apporter. Donc ça, c'est la première porte d'entrée. Et puis, donc ça, c'est vraiment la notion d'alerte, de prévention. Et on a développé une plateforme de service en complément de notre objet. Alors, je te montre très rapidement, parce que ce n'est pas l'objet de notre rendez-vous d'aujourd'hui, mais voilà, c'est un détecteur qu'on pose au mur et au plafond, qui fait 9 cm. Donc 9 cm, tu vois, c'est la taille d'un index comme ça. Il pèse 100 grammes. Je le mets au mur, au plafond, je l'oublie, il est autonome. Et il va donc être capable de déterminer si une personne est présente ou absente, où elle se situe dans la pièce, ses mouvements, et également si la personne a chuté, donc qui est le premier cas d'usage, si je puis dire, sur lequel on s'est positionné. D'accord. Euh, la technologie, elle a été inventée par qui? Et est-ce que c'est une technologie un petit peu spécifique? Alors, c'est une technologie, en fait, la technologie, c'est une technologie qui a plusieurs années, c'est le radar, en fait. C'est une technologie qui est basée sur le radar, tout simplement. Donc, je me souviens plus qui a inventé le radar, mais en tout cas, c'est pas nous. Ça fait un certain moment que ça existe. Là où on va apporter une vraie valeur ajoutée, c'est en croisant l'analyse du mouvement, les postures des personnes et en fait l'évolution des postures pour déterminer s'il y a une chute, etc. Donc là, tu as tous des algorithmes assez puissants qui tournent en temps réel et en permanence, qui vont être en mesure d'avoir une analyse très fine de ce qui a pu déclencher la chute et ce qui était avant la chute. Donc, pour être certain, il ne s'agit pas juste de déterminer si la personne est allongée ou pas, mais il s'agit de prendre en compte également sa position avant que l'événement se soit déroulé. Donc, on arrive à un niveau de performance qui est très intéressant. On travaille beaucoup avec le CEA de Grenoble, avec son institut de recherche technologique, grâce auquel on bénéficie d'une plateforme de test à l'échelle 1. Donc, aujourd'hui, on a déjà
une plateforme qui reproduit une chambre d'EHPAD ou d'hôpital avec une salle d'eau. Et on fait des tests très réguliers sur la performance de nos produits, que nous, on trouve en tout cas très intéressantes, significativement plus élevées que ce qui peut exister, mais sans aller... nous, on ne dit jamais qu'on va faire du 100%. C'est complètement impossible, donc on ne communique pas là-dessus. Il ne s'agit pas de faire la course au dernier pourcent, du pourcent, parce que plus on va aller le chercher, plus il va être dur à aller trouver. Et en plus, c'est irréaliste d'annoncer des taux à partir moi, j'entends des taux de 97-98%. Oui, très récemment, j'ai entendu aussi. J'ai entendu 98, moi, pour ça, récemment. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Mais c'est dans des configurations, quand on creuse un peu, c'est dans des configurations un peu particulières. Il ne faut pas qu'il y ait de meubles. Bref, voilà. Pas qu'il y ait de meubles, pas qu'il y ait de lumière, il ne faut pas que ceci, que cela. Les personnes âgées, je suis brusquement, mais pas mollement, voilà. Pas de meubles, ouais. Bref, c'est un peu... Ouais. Ton système, en fait, il sera pour le domicile ou pour les pour les établissements, hôpitaux et EHPAD? Oui, alors, c'est très intéressant parce que dans le cadre du lancement de Cocoon, on s'est beaucoup posé la question. Évidemment, quand tu lances en B2B, donc sur les professionnels, EHPAD, résidence, village senior, béguinage, que sais-je encore, ou vers le grand public, c'est pas du tout la même voilure, c'est pas du tout les mêmes moyens. Donc, quand tu montes une entreprise, il faut être très clair là-dessus. Donc, nous, on s'est positionné sur le marché du grand public, sur le marché, tu vois, je me trompe, parce qu'on va y aller. Mais on s'est positionné sur la première année sur le marché des professionnels. Voilà, marché des professionnels. Donc, on s'adresse, aujourd'hui, on a des segments très identifiés et des segments prioritaires. On s'adresse aux EHPAD, résidence senior, village senior, béguinage. Je dis résidence senior, résidence autonomie, il y a plusieurs modèles. On s'adresse aux téléassisteurs et aux assureurs. Voilà, d'accord. Au téléassisteur pour les EHPAD, pour l'établissement, ou téléassisteur pour le domicile? Alors les deux, mon capitaine. En fait, puisqu'on s'adresse nous-mêmes en direct aux EHPAD, en vente indirecte, on s'adresse via les téléassisteurs au canal des EHPAD ou des résidences et aux téléassisteurs pour le grand public. Voilà. D'accord. Mais dans ce cas-là, c'est le téléassisteur qui a le lead, évidemment, puisqu'ils sont tout à fait plus que légitimes sur ce sujet-là. Voilà. On va aborder plusieurs sujets que d'ailleurs tu as proposés. Hein. Pourquoi est-ce que la silver economy attire, enfin un peu de teasing, hein, pourquoi est-ce que la silver economy attire les investisseurs, les startups et puis les salariés, en fait, les collaborateurs? Comment sortir du lot? Ça, c'est intéressant. Quel positionnement pour sortir du lot? Et ensuite, j'arrive pas à me relire, il va falloir que tu m'aides là quand même. Comment diffuser l'innovation? Voilà, comment on favorise, Frédéric, il a mal écrit, comment on favorise la diffusion de l'innovation dans la silver economy? Les investisseurs, c'est une start-up, etc. Tu penses que les investisseurs s'intéressent à la silver economy ou pas? Alors, pour tous les sujets qu'on va traiter aujourd'hui, je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, mais ce qui est intéressant, c'est de partager notre retour d'expérience de jeunes entreprises avec des équipes qui ne sont pas au départ expertes sur ce sujet-là, de la Silver Eco, même de la question des seniors en général, et qui, ce faisant, ont construit une réflexion là-dessus. C'est ce qui me semblait intéressant de partager avec toi. Et notre expérience sur les investisseurs, parce que forcément, on a été dans ce sujet-là, puisqu'on a eu la chance de pouvoir lever des fonds l'année dernière, en pleine période de Covid. Oui, alors donc on démarre au début du Covid et on lève des fonds pendant le Covid. D'ici là, on souhaite que le Covid dure, on n'en est pas loin. Je pense qu'on pourrait faire une émission sur notre levée de fonds, on pourrait même faire un film, à mon avis. Mais on a la chance d'être très bien accompagnés et d'avoir trouvé un investisseur qui nous fait confiance et qui nous a beaucoup aidé dans le développement et qui nous aide encore dans le développement au quotidien. Alors, pourquoi les investisseurs s'y intéressent? Moi, je pense que tu peux pas, c'est un sujet dont tu ne peux pas t'affranchir quand tu es investisseur, en fait, parce que tout simplement, la silver economy, ce sont tes clients d'hier qui deviennent tes clients de demain. Donc, c'est toute cette génération post-guerre, Deuxième Guerre mondiale,
qui aujourd'hui deviennent des clients, mais qui n'ont plus rien à voir avec les seniors d'avant. La génération de seniors d'aujourd'hui, quand je dis d'aujourd'hui, c'est ceux qui ont 65 plus, mais qui ne sont pas encore aux 80 pour moi. Donc, c'est les jeunes seniors, entre guillemets. Ils sont très éduqués sur la partie techno. Ils ont une assez bonne idée de ce qu'ils ont envie de faire ou pas envie de faire. Ils ont, ils ont pas envie, ils ont besoin de leur autonomie. Ils n'ont pas envie qu'on leur dise quoi faire, comment le faire, etc. C'est pas forcément des gens qui sont prêts à tous les sacrifices. Ils veulent vivre leur vie. Ils ont bossé. Ils ont bossé. Alors on dit que c'est une génération qui a été une génération gâtée. Je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, ils ont envie de profiter de leur retraite et avec un certain dynamisme et puis des perspectives de continuer de s'amuser, etc. Donc s'intéresser à ces gens-là, cette génération-là, bah, c'est juste s'intéresser à ses clients. Et moi, il y a un cas qui me vient à l'esprit, c'est celui de... Alors, je suis motard, je vais prendre un cas, une illustration du sujet de la moto, c'est Harley-Davidson. Harley-Davidson, pour eux, c'est pas évident parce qu'ils doivent continuer à adresser une clientèle de seniors tout en préparant ceux d'après. Et la génération d'après, elle n'a pas forcément les mêmes envies de moto que celle d'avant. Mais ils doivent continuer de s'intéresser à eux parce que ces gens qui avaient 50 ans il y a 20 ans, qui étaient le cœur de clientèle d'une marque comme Harley, ils ont vieilli, mais ils continuent d'avoir des motos. Donc, c'est indispensable de s'intéresser à ces gens-là. Alors, après, il y a aussi l'effet volume. Oui, en France, 14 millions de seniors. Donc, forcément, tu ne peux pas ignorer ce segment de clientèle. Mais ce n'est pas parce qu'il y a 14 millions de seniors que ce sera 14 millions de clients pour toi. Pas faire cette erreur-là. Mais tu ne peux pas les ignorer. Donc, oui, il faut s'y intéresser. Et puis, je pense que la Silver Eco, c'est un marché qui est porteur d'innovation. On aura l'occasion d'en reparler peut-être un peu plus tard. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à dire. Et l'innovation, c'est ma lecture en tout cas, et c'est la lecture qu'on a à Cocoon Care. Elle a été beaucoup. On a l'impression qu'il y a eu un couvercle qui a été mis dessus et que ce serait bien qu'il soit temps que l'innovation en fait rattrape le marché parce qu'il y a beaucoup de choses à faire à mon avis sur ce sujet-là. Donc oui, c'est un sujet qui intéresse les investisseurs. De manière naturelle, un investisseur il va chercher des relais stratégiques et donc forcément, il ne peut que s'intéresser à la silver economy parce que il y a beaucoup de monde, il y a des financements, il ne faut pas se le cacher non plus. Il y a beaucoup d'argent dans la silver economy. La BPI s'y intéresse de très près. L'État s'y intéresse de très près. Donc, il y a de l'argent qui est là à disposition aussi. Donc, forcément, ça intéresse les investisseurs. Depuis ton point de vue, est-ce que tu vois aussi un intérêt de la part des salariés, des collaborateurs, plus de personnes intéressées par travailler dans l'univers de la silver economy? Oui. Alors ça m'a beaucoup frappé. Ça fait un moment que je travaille, hein, soit en tant que collaborateur, soit en entrepreneur. Plusieurs expériences, et c'est la première fois qu'on recrute des gens qui nous disent ce qui nous intéresse avant tout dans ce projet, dans ce que vous faites, c'est que ça va donner du sens à ce que je fais au quotidien, professionnellement. Et au début, c'est quelque chose que moi, je n'avais pas perçu. Et systématiquement, quand on a rencontré des personnes, des candidats, on a interviewé des candidats, c'est revenu à chaque fois. Oui, j'avais un super job, oui, j'avais une belle situation, mais ce qui me manquait, c'était le sens. Et là, quand je vois votre projet, quand vous me parlez de votre projet, je me dis, je vais arriver à combiner à la fois mon savoir-faire, mon expertise, avec le sens que je n'avais pas et que je cherche. Et c'est très intéressant parce que je pense qu'il faut que toutes les boîtes qui se montent sur la Silver Eco, on soit bien conscient de ça. Et il y a une vraie carte à faire valoir pour attirer des talents. Donc ça a été très frappant. Le sens, il vient du fait que ton entreprise s'intéresse aux seniors ou il vient du fait qu'il y a l'aspect chute et l'aspect chute, c'est quelque part, je vais sauver des personnes. Ou les deux. Alors, en fait, on gomme complètement l'aspect chute parce que je dirais que c'est un maillon du sujet. Mais en général, quand on dit on est sur la silver economy, les gens comprennent assez rapidement, je pense que c'est assez diffusé maintenant,
qu'il s'agit de traiter des sujets qui sont pour les seniors et pour le bien-être des seniors. Ça, d'accord. Et on s'aperçoit que ça parle à tout le monde, en fait. C'est un sujet universel parce que on le deviendra tous. Et on a tous, quelque part, une expérience personnelle qui nous raccroche à ça. Soit positive, soit négative, soit entre les deux. Mais en tout cas, ça parle à tout le monde. Et quand tu dis, voilà, nous, l'objectif qu'on poursuit, la mission qu'on s'est fixée, qui est celle de Cocoon Care, c'est d'œuvrer pour le maintien à domicile à la fin. Vraiment, le sujet qu'on veut adresser, c'est ce sujet-là. Comment favoriser le maintien à domicile et l'actualité, les différents rapports de Lubroussy et les autres rapports vont dans ce sens-là. Donc, les gens se raccrochent facilement et se disent, OK, là, je sens que je vais faire quelque chose qui a du sens pour la société et qui a du sens pour les gens. Et ça, pour eux, c'est déterminant. Deuxième sujet, comment sortir du lot? Parce qu'effectivement, là, ta startup, elle est vraiment pile dans le bon exemple. C'est-à-dire qu'en fait, le sujet que vous allez traiter, il a été traité en long, en large depuis 20 ans, avec plus ou moins de succès. Il y a eu des vagues d'intérêt pour l'aspect chute ou l'aspect détection, etc. Actuellement, il y a pas mal de startups, bon, peut-être pas énormément, mais en Europe, ça représente quand même pas mal de startups en Europe qui s'intéressent à ce sujet-là. Comment est-ce que vous sortez du lot et quel positionnement en fait pour sortir du lot? Alors nous, quand tu lances une entreprise, tu regardes énormément ce qui se fait sur le marché, tu fais une analyse environnement interne, environnement externe, etc. Et tu lis beaucoup. Tu lis beaucoup des rapports, tu lis beaucoup des études et tu parles avec des seniors, tu rencontres les professionnels du secteur. Et en fait, nous, on a deux positionnements qui sont très forts, qui sont très ancrés dans notre ADN et dans notre culture. Le premier, c'est de casser les codes, je dirais, de la communication ou en tout cas de la représentation de l'imaginaire que se font les gens de la silver economy et des seniors en général. Ce qui nous a frappé quand on a commencé à travailler sur ce sujet, c'est qu'il y avait énormément de clichés en matière d'image, en matière de postulats, les représentations photographiques qui sont faites des seniors. Je ne suis pas le seul à le dire. Alexandre Faure, qui est très connu dans la silver economy, avec lequel j'ai déjà échangé, je sais que c'est aussi un de ses credos. Et nous, on essaye de casser ces codes-là. Il faut arrêter de caricaturer les seniors. Les seniors d'il y a 50 ans ne sont pas les mêmes que les seniors d'aujourd'hui. Donc nous, dans tout ce qu'on fait, on garde à l'esprit qu'on veut casser ces codes-là. Tu vois, typiquement, on a eu un article sur nous qui est paru il y a une semaine ou 10 jours. On était super contents parce que la jeune pousse est toujours super contente quand on parle d'elle. Mais par contre, on a décidé de ne pas le relayer, de ne pas le mettre en avant, parce que l'image qui a été posée sur cet article ne nous convenait pas. Et cette image, c'était quoi? C'était une dame mise dans une situation, dans une pièce qui était complètement noire, une dame habillée en noir avec des gens noirs autour d'elle et des gens tristes. Et on s'est dit, on a fait une visio, on en a parlé ensemble et on s'est dit, mais on peut pas relayer ça, c'est pas l'image qu'on a des seniors d'aujourd'hui, c'est pas, en tout cas, nous, ce qu'on veut communiquer sur les seniors d'aujourd'hui, et c'est pas notre image à nous. Donc, premier positionnement, c'est celui-là, c'est ne pas rentrer dans le cliché et la caricature. Petite parenthèse à ceux qui nous écoutent, lorsque vous nous envoyez un communiqué de presse pour le site AG Économie ou les confrères Silver Eco, envoyez-nous des photos avec les communiqués de presse, parce qu'il y a beaucoup de communiqués de presse qui, en fait, nouveau système informatique, mais sans photo. Alors la photo qu'ils vont nous envoyer, c'est la copie de leur écran, franchement, du logiciel. C'est pas sexy pour mettre dans un site internet. Et donc en fait, on est obligé, nous on a le souci, hein, on est obligé d'aller chercher dans des banques de photos, généralement qui sont libres de droit. Donc, soit on prend des banques de photos américaines, donc on voit la casquette marquée Nike ou New York dessus, donc ça fait un peu cliché. Soit on voit des banques de photos, certaines banques de photos anglaises, on voit que c'est des anglais tout de suite. Bon, bref, message, c'est lorsque vous envoyez un communiqué de presse, vous nous envoyez des photos et vous faites faire des photos, vos photos à vous, de façon à ce que c'est aussi votre identité. C'est ça. Petite Tout parenthèse. à fait. Voilà.
Parce qu'en fait, voilà, Tout à c'est fait. aussi une raison pour laquelle la photo, elle a très peu de chances de correspondre à ce que vous voulez si vous envoyez un communiqué de presse sans photo. Tu as raison, c'est tout à fait juste. Je Tu vois. ferme la parenthèse. C'est très Non, non, mais technique pour les journalistes. c'est Voilà. important de le dire. Euh, donc, si tu veux, ce code de la communication, on a sorti notre site internet il y a un mois maintenant pour communiquer sur notre offre. Euh, et on a vraiment essayé de casser les codes. Donc, oui, on a mis des seniors, mais on n'est pas rentré dans le cliché, en tout cas, on le pense, du senior caricaturé. Moi, ce qui m'a fait froid dans le dos, c'est de voir les sites qui parlent du sujet de la chute, où tu vois des gens qui sont allongés par terre. Tu as l'impression, mon Dieu, ils sont dans un état. Tu te dis, mais c'est pas possible. Enfin, tu vois, il n'y a rien de positif là-dedans, quoi. Au contraire, on est là pour apporter aux gens de la réassurance et de la confiance. Et la première chose que tu matérialises comme image, c'est une situation dramatique. Donc, nous, on est à l'inverse de ça, et c'est un positionnement qui est très fort chez nous. Le deuxième positionnement, qui a beaucoup de conséquences sur notre modèle économique aussi, c'est qu'on s'est dit, on ne veut promouvoir que des solutions qui soient performantes. Et ça a des fortes implications derrière. Parce que ce marché-là, le constat qu'on en a fait, nous, aujourd'hui, c'est qu'en gros, depuis 20 ou 30 ans, euh, les produits qui sont mis en avant pour la confiance, la sécurité, la vigilance autour des seniors, sont des produits qui sont des produits, le terme que j'emploie, c'est produits cheap, euh, qui font la même chose depuis 20 ans. Ça n'a pas bougé. Moi, mon grand-père, il y a 15 ans, je me souviens que oui, on lui a mis l'intercom en équerre là, sur la table, on lui a collé un bouton, un bracelet, un machin. Ça a fini dans le tiroir au bout de 2 heures. On les a jamais revus, il s'en est jamais servi. Je dis Oui, non, pas que ça rend pas des services, ces produits-là. c'est prévu pour l'héritage. La téléassistance passe en héritage aussi, c'est ça le truc. Ouais. Mais si tu Presque. veux, Je vais me faire ces des ennemis là. produits-là, non, mais en fait, il y a pas de, c'est pas un dénigrement du service parce que le Non, non, mais ça n'a pas service, ces évolué, oui, produits oui. Puis, rendent un service. oui, Ils puis, rendent un oui, service, ces produits-là. oui, Tu vois, puis ça n'a pas évolué parce qu'il y a aussi des raisons aussi pour lesquelles enfin, évolué. Ça a pas été révolutionné parce qu'il y a aussi des raisons valables, ouais, aussi. alors on en reparlera peut-être tout à l'heure. Il y a des raisons de marché Mm, mm, qui font, mais ça, on en reparlera un mm, petit peu plus mm, tard. mm. Mais ces produits-là rendent un service. Typiquement, appuyer sur le bouton, bah, c'est avoir un lien, une communication ouverte avec quelqu'un quand tu es seul, par exemple. Et on sait maintenant, encore plus qu'avant, que le lien social est juste déterminant pour les personnes âgées. En revanche, ces produits-là, ils ont vraiment une fonction, ils la font très bien, le lien social. De là à dire ce produit-là, il fait du lien social et il va faire aussi de la super détection de chute, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu veux un produit qui fasse de la super détection de chute et ben, ou un produit qui fasse de la prédiction, tu ne trouveras pas un produit qui fait tout super bien. Tu trouveras un produit qui fait une chose très très bien. Tu peux essayer de rajouter des fonctions annexes, mais le cœur du sujet de ce produit-là, c'est pas la détection de chute. Donc nous, on s'est dit, parce qu'on a choisi ce sujet de la chute, et on y revient sur ce sujet-là, OK, on adresse la chute, mais on n'adresse pas sur les solutions d'il y a 20 ou 30 ans. Parce que sinon, il va se passer quoi? Comme le dit très bien Luc Broussy, c'était sur France Inter, je crois, récemment, on va tous se regarder dans 10 ans et on aura le même nombre de morts. Il ne se sera rien passé. Alors qu'il y a des technos, il y a des services, il y a des objets qui sont là, qui sont ultra performants, qu'on aurait pu mettre sur le marché et qui auraient servi cet objectif de diminuer le nombre de chutes mortelles. Donc nous, on ne sortira que des produits qui soient performants. Donc ça a des conséquences qui ne jouent pas forcément en notre faveur, parce que forcément, quand tu dis performance, tu dis une équation économique qui n'est pas la même pour tout le monde. Donc nous, on ne vend pas des objets à 10 euros, on vend des objets qui sont au-delà de la centaine d'euros, mais on vend des objets qui fonctionnent et qui ont une bonne performance qui est attestée. Voilà. Donc, casser les codes de la communication, ne pas tomber dans le cliché et jouer la carte de la performance. Voilà. Comment est-ce que tu fais moi, je suis un dirigeant d'un téléassisteur, par exemple. Je reçois pas tous les jours. J'ai eu reçu tous les jours des propositions de nouveaux produits. Bon, là, c'est un peu calmé. Mais quand même, en fait, j'ai testé des choses. J'ai testé des trucs qui ne marchaient pas, des trucs qui avaient été enfin, dont les résultats avaient été surévalués.
Euh, Comment est-ce que tu fais pour sortir du lot et me convaincre, en fait, de ton produit? Alors, en fait, nous, on a compris deux choses. On a compris que déjà, il ne fallait pas envoyer des produits comme ça. Quand tu as un produit que tu veux l'expliquer, il faut faire la démonstration. Et il n'y a rien de mieux que de démontrer in situ. Donc nous, on a la chance de travailler avec des partenaires qui nous offrent la possibilité de pouvoir démontrer dans le lieu qui correspond à la destination du produit. Donc typiquement, tu vois, on travaille avec une structure qui s'appelle Hospitalicity en région parisienne, au Mureaux, qui est sur le campus des Mureaux, donc 17 hectares. C'est une structure dans laquelle tu vas retrouver des startups et tu vas retrouver un lieu qui s'appelle Hospitalicity, qui est dédié à l'innovation autour de la Silver Eco. On a la chance d'avoir été intégré dans ce projet-là. Donc, on a pu équiper 2 chambres qui correspondent à, je dirais, la chambre classique que tu vas retrouver dans un EHPAD, typiquement, la chambre à coucher, un coin bureau, un coin fauteuil, une entrée, une salle d'eau. On a équipé 2 chambres et les couloirs qui sont en sortie de ces chambres-là avec nos détecteurs. Et à chaque fois qu'on s'intéresse à nous, j'y ai emmené un acteur très connu de la télé-assistance il n'y a pas très longtemps, avec son directeur technique. On a fait une démo sur place. Et on a dit, OK, on va vous montrer, mais on ne va pas vous faire un PowerPoint, on vous montre. Donc ça, c'est la première chose. Tu montres et tu démontres. Et puis tu payes de ta personne, comme je te disais tout à l'heure. Tu te mets en situation, tu fais tes chutes, tu prouves que ton produit fonctionne. Donc ça, c'est la première chose. Démontrer et emmener dans un lieu qui correspond à la destination d'usage du produit. Deuxième chose, on a vite compris que pour être crédible et pour être légitime, il fallait travailler avec des interlocuteurs techniques et scientifiques de premier plan. Et on a la chance de travailler avec le CEA de Grenoble et au sein du CEA de Grenoble, l'Institut de recherche technologique NanoElec. Et c'est la plateforme dont je te parlais tout à l'heure, hein, à l'échelle 1 d'une chambre d'EHPAD. On fait faire des tests régulièrement selon des protocoles scientifiques qui sont en place, qui sont indépendants et qui attestent régulièrement de la performance de nos produits. Ces produits-là, nous, on les met à disposition. Une fois qu'ils sont mis à disposition, ils échappent totalement à notre contrôle. C'est-à-dire qu'on n'a aucun moyen d'intervenir, de favoriser le test ou quoi que ce soit. Ça fait partie du protocole. Et derrière, donc, tu as des équipes, notamment c'est un des docteurs de l'université Grenoble-Alpes, qui est maître de conférence, spécialiste dans le mouvement et dans les neurosciences, qui a élaboré un protocole et qui teste nos offres. Et ces tests-là, nous, ensuite, on les reçoit et on communique de manière transparente dessus. Donc, il y a des choses sur lesquelles on est très bon. Il y a une douzaine de situations de chute. Dans 90% des cas, on est très bon. Et dans 10% des cas, on est bon. Mais ces tests-là, on n'hésite pas à les communiquer parce que ça nous permet aussi de travailler dessus, d'améliorer. Là, on sait qu'on a une chute, par exemple, qui nous pose un problème. Et puis de rassurer les dirigeants des téléassisteurs, les dirigeants des EHPAD Et c'est normal. qui vont savoir C'est à quoi normal. s'en tenir. C'est comme quand tu achètes une voiture, quoi. Tu vois, tu achètes une voiture qui, on te dit, OK, elle est performante, elle est premium, elle est machin. Bah, tant que tu n'es pas monté dedans, que tu n'as pas senti la bonne odeur du cuir, tu n'as pas claqué la porte et tu as touché que les ajustements sont bien, tu ne l'achètes pas. Tu as besoin d'être rassuré, c'est normal. Voilà. Troisième point, là j'arrive à me relire, comment favoriser la diffusion d'une innovation de la silver economy? Ça rejoint un petit peu le même sujet, entre parenthèses. Ouais, ouais. Mais tu veux aller plus loin ou pas? Oui, parce que ça, c'est un. Alors, mais là-dessus, tu pourras aussi. Et moi, je suis tout à fait partant pour en débattre ensemble. Euh, Ça m'a beaucoup étonné, si tu veux, et ça nous a beaucoup étonné quand on s'est lancé dans cette aventure, de voir que, il y a beaucoup aujourd'hui d'entreprises innovantes, de startups innovantes. Il n'y a pas que nous. Le marché ne nous a pas attendus. On a des petits camarades qui font des choses et qui les font très bien. Donc moi, je vois beaucoup de choses qui sont en train d'arriver, ça foisonne de partout. Et quand tu te retournes, tu regardes le marché, et ce que tu vois, en fait, c'est que 90% du marché, je vais parler de la téléassistance, il est présenté par des technos qui ont 20, 25 ans,
peut-être 30, je ne sais pas. Tu Oui, vois, j'ai même pas. mm, Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? mm. Euh, Petite tu vois que. petite parenthèse, parce qu'effectivement, ça c'est souvent dit, mais en plus c'est une réalité. Pour moi, en fait, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison, bon, déjà la téléassistance, les téléassisteurs historiques ont bien vécu, parce qu'en fait, c'est un marché qui était, on va dire, captif quelque part. Ouais, je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave, un peu captif. Et, euh, et ensuite, en 2013, quand la Silver Economy s'est lancée, et même en 2007, il y a eu une vague, parce qu'en fait, il y a eu un programme par la DGE en 2007, en fait, à peu près, enfin, bref, qui a fait une vague en 2007 d'intérêt, et puis après, il y a Madame Delaunay, à Montebourg en 2013. Et là, en fait, il y a eu alors des innovations dans tous les sens, en fait. Et puis, je détecte les chutes à 100%, enfin, des trucs, enfin, pas 100%, mais je détecte bien les chutes, des machins, des trucs. Les téléassisteurs, ils ont testé ça. L'actimétrie, par exemple, qui est arrivée en 2000, la prévision, enfin, par le logiciel, etc., comme j'appelle ça l'actimétrie, qui a démarré en 2003, pareil, ça c'est vachement. En fait, beaucoup de téléassisteurs ont testé ça. Et les téléassisteurs, à mon avis, ils sont butés sur deux choses. Premièrement, c'est techniquement, c'était pas encore au point. Enfin, en tout cas, pas au point où eux le réclamaient. Et deuxièmement, en fait, la demande de la part des seniors, il y avait une incapacité à vendre le produit. Et je me souviens d'un téléassisteur Télécaire euh, euh, dans le Kent, en fait, en Grande-Bretagne. En 2008, il me dit, non, mais moi, l'actimétrie, j'arrive pas à la vendre en direct parce que les seniors ne comprennent pas ce que c'est. Donc, je veux le système classique, ils comprennent ce que c'est parce qu'il faut l'achat rapide. Et après, quand ils vont s'apercevoir la limite, lors d'une chute, par exemple, je pourrais leur proposer les capteurs de chute, etc. Et donc, il y a quand même un environnement, enfin, oui, enfin, un historique. Et Ouais, ensuite, tu as raison. après, il y a un autre truc, c'est que pas beaucoup de monde le savent, c'est que moi, quand un homme politique en 2013 m'a dit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut changer pour développer la silver economy, j'avais répondu en premier, alors c'est pas forcément le plus important, mais moi ça me paraissait important, il faut changer la législation sur la responsabilité du dirigeant du téléassisteur. Le téléassisteur à l'heure actuelle, le dirigeant, Alain Monteux pour Vitaris, Alix Torres pour Présence Verte, etc., ils sont responsables pénalement de ce qui arrive sur leurs clients. Donc, en fait, quand ils en veut arriver en 2013, enfin, en 2007 et puis 2014, des capteurs de chute qui ne fonctionnaient pas beaucoup, alors c'était annoncé 80%, mais en fait c'était 30, et qu'ils ont vu que c'était 30, ils se sont dit, mais attends, on va jamais accepter ça. Et l'ancien président de la FRATA, la Fédération des retraites, de la Ouais. Fédération de la FRATA, la téléassisteur, lui, il bloquait, parce qu'il dit, écoutez, mais on va se retrouver en tôle si on installe Ouais, ce type ouais, de bien produit sûr. qui n'était pas encore fiable. Donc en fait, il y a eu quand même beaucoup d'innovations pas promises, la demande qui était pas là, donc une difficulté à vendre. Donc le message que je dis, c'est si vous posez des messages à des services au téléassisteurs, il faut d'abord avoir fait une étude sur les seniors, sur comment on le vend. Là, vous avez gagné du temps, hein. Voilà ma parenthèse. Donc, il Non, y mais a tu as raison. un historique qui explique quand même la logique, hein. Ouais. Alors, ce que tu dis, ça me fait penser à un marché que je connais bien, que j'ai bien connu. C'est le marché des télécoms. Tu sais, quand on a commencé à parler de l'Internet mobile, ça s'appelait l'Internet mobile, ça s'appelait pas encore la 4G. Euh, En fait, on promettait plein de trucs. Il y avait des super films, il y avait des super PowerPoint. Tu disais, ouais, je vais pouvoir regarder la télé, je vais pouvoir machin. Et en Mhm. fait, tu t'apercevais que juste le téléphone n'était pas à la hauteur, que tu pouvais à peine lire un texte ou une news de l'AFP sur ton truc et que ça prenait des plombs. Voilà. Donc c'est un peu ça, et C'est ça, c'est tout à fait juste ce que tu dis. c'est ça, c'est On ça. market des choses parfois de manière un peu exagérée, et, euh, et Oui, c'est l'inverse de ce qu'on prône nous. Tu vois, c'est nous, on a un credo, c'est dire promettre peu, tenir beaucoup. d'accord. Là, Et c'est après, totalement l'inverse. il y a un autre truc, en fait, qui est, par exemple, il y a des systèmes de téléassistance qui sont très bien conçus, des innovations, mais il manque la diode qui clignote en cas de coupure de courant, par exemple. Mm. Alors, donc, en fait, ça passe par le premier test. Le testeur, généralement, a 3 tests, en fait. Ça passe par le premier test. Et puis là, il voit le testeur, il voit, mais attendez, mais attends, s'il y a une panne de courant, j'arriverai pas à voir à distance, l'appareil fonctionne pas, en fait. C'est que ça clignote, il n'y a rien qui clignote. Ouais. Et là, en fait, tac, le produit est refusé sur le premier niveau. Et ce qui se passe, en fait, c'est quand un téléassisteur refuse, généralement, ils achètent en gros volume pour 1 ou 2 ans. Si vous êtes refusé en 2021, vous devez attendre 2022, voire 2023 pour tourner le voir, en fait. Vous voyez. C'est ça. Ouais. Alors ça aussi, en fait, il faut vraiment. C'est pour ça que moi j'ai toujours, avant d'aller voir un téléassisteur, c'est un truc que je connais par cœur, ça, comme les services à domicile, avant d'aller présenter son produit, passer par un SaaS en fait, qui est de faire un brainstorming avec les dirigeants, les dirigeants avec qui on veut vendre, de façon à bien comprendre ce qu'ils veulent et comment est-ce qu'il faut en plus leur proposer derrière.
de façon à arriver derrière avec un truc qui répond vraiment. Alors, ce que je dis, c'est évident, mais n'empêche que les téléspectateurs se plaignent que c'est rarement fait. En fait, non, mais tu as raison, et ça rejoint un peu ces fameuses étapes conceptualisées du design thinking où tu fais quelque chose, tu vas le tester sur le marché, tu te prends les feedbacks qui vont bien, tu revois ta copie et tu y retournes. C'est ça. Et nous, on est vraiment dans cette démarche-là parce que là, je t'en parle pas, mais on travaille aussi sur ce que j'appelle notre coup d'après. Donc, on travaille sur un nouvel objet qui C'est va nous c'est- permettre d'aller c'est- vers la c'est- prédiction. c'est pouvoir relever une personne âgée à distance, c'est ça? Ça, voilà. Non, Non, là, entre ça et on ça, il y aura, s'affranchira. à mon avis, il y aura la levée de doute, à mon avis, entre ça et ça. Oui, oui, ça c'est clair. Non, 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 non. Là, ce sera vraiment un sujet data et prédiction, en fait. D'accord. Ah oui, Mais d'accord. sur la diffusion de l'innovation, euh, c'est aussi. Donc, tu vois, ces technos. Et quand tu arrives, tu es un peu désemparé quand tu te dis, mais attends, il y a des super trucs, il n'y a pas que nous, encore une fois, hein. Moi franchement, je lance un appel à tous mes consoeurs et mes confrères qui ont des beaux produits, des beaux services à faire valoir. Il faut qu'on réfléchisse tous ensemble, tu vois, pour faire en sorte d'irriguer et de favoriser l'émergence de ces nouvelles technos, de ces nouveaux services. Et tu es un peu désemparé quand tu te dis, mais oui, mais en fait, le marché, 90%, c'est ces produits d'il y a 20 ou 30 ans. Oui, Après, oui, je suis oui. d'accord. On a promis monts et merveilles à une époque où c'était pas mature. Et du coup, je comprends tout à fait que si on parle des téléspectateurs, ils étaient refroidis, d'autant plus qu'il y a cette clause pénale qui s'applique. Mais ensuite, quand tu vas dans les résidences, quand tu vas dans les EHPAD, que tu parles avec ces personnes-là, tu t'aperçois que c'est aussi les mêmes technos qui sont là. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. On va se retourner dans 10 ans et on aura toujours près de 10 000 morts par an sur la chute. Et je parle que de la chute, mais il y a d'autres sujets. Donc, il faut vraiment favoriser ça. Le marché, c'est un marché qui est subventionné. Donc, on en a parlé ensemble précédemment, mais est-ce qu'il y a de l'argent? Tu m'as dit oui, mais il n'y a pas forcément il y a pas forcément d'argent. En fait, il y en a. Il y en a au niveau du ministère, il y en a au niveau de l'innovation avec la BPI, il y en a sur d'autres, avec d'autres personnes. La question, c'est comment faire pour que cet argent aille au service de l'innovation pour les personnes âgées. Et ça, je pense que c'est un sujet, c'est bon, c'est pas nous tout seuls dans notre coin qui allons régler ça, bien évidemment, mais c'est un sujet, pour moi, c'est des sujets qu'on doit adresser tous ensemble, toutes les startups, toutes les entreprises qui ont quelque chose à faire valoir, avec France Silver Eco, avec Luc Broussy, avec toutes les bonnes volontés, et il faut qu'on travaille sur ça. Autre question qui m'est venue, est-ce que vous prévoyez déjà l'Europe? C'est-à-dire, en fait, est-ce que, je vois par exemple, certains bon, Alain Monteau le dit, de Vitaris, en fait, certains sont venus le voir, en fait, Tunstall Vitaris pour proposer un produit pour que lui le redistribue en tant que téléassisteur. Et Vitaris, enfin, Tunstall Vitaris France appartient à Tunstall, Mm. Tunstall anglais, enfin en Grande-Bretagne, puis il couvre toute l'Europe, en fait. Euh, donc, en fait, il peut y avoir un intérêt de passer par Tunstall France pour pouvoir diffuser son produit en Europe. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous, pas forcément avec Vitaris, mais est-ce que c'est quelque chose que tu regardes déjà? Parce qu'il y a quand même des différences dans les différents pays, ne serait-ce que par ce qui est mis en place et l'acceptation des produits. Absolument. En fait, quand tu lances une entreprise sur ce marché, tu ne peux pas ignorer la dimension internationale et notamment européenne. Donc oui, la réponse à la question, c'est oui. On pense Europe, on discute déjà Europe. On a eu des discussions avec l'Angleterre. J'ai effectivement eu des discussions avec un téléassisteur à dimension européenne. On a des discussions Amérique du Nord aussi. Euh, Tu as qui est un pays qui est en retard. C'est le Canada. Le Canada, c'est paradoxal. Le Canada, ils sont à côté des États-Unis, mais sur le marché de la silver economy et des services aux seniors, ils sont en retard. C'est pas moi qui le dis. Je discute avec eux. C'est les premiers à te le dire. Ils te disent on a 10 ou 15 ans de retard. Donc on a discuté avec ces gens-là aussi et on a des débouchés, je l'espère, à court terme pour le Canada. La dimension européenne, c'est important parce que en Europe, je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que les seniors, c'est 25% de la population dans 10 ans. Donc, tu ne peux pas l'ignorer. Et enfin,
et il y a une complexité qui est intéressante avec l'Europe, c'est que dans certains pays, c'est un sujet qui est traité au niveau national. Dans d'autres pays, c'est un sujet qui est traité au niveau régional. Donc, les circuits décisionnels et les circuits financiers ne sont pas toujours les mêmes. Donc, c'est intéressant d'être accompagné et de le faire avec des acteurs qui sont bien implantés en Europe. Mais oui, bien évidemment, c'est un sujet important. Il y a des pays qui ont des vrais sujets. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des cultures. La culture du senior n'est pas toujours la Oui, même dans les pays. c'est ce que je voulais dire. En Italie, par exemple, mon associé est italien, en Italie, le senior est au cœur de la famille. C'est-à-dire que le senior, il ne part pas dans une résidence autonomie, il ne part pas en EHPAD. Le plus longtemps possible, il vit avec la famille. Ça, c'est différent du modèle français et c'est différent d'autres modèles. Donc, c'est super intéressant parce que tu apprends d'autres choses, tu te projettes sur d'autres modèles et tu réfléchis différemment sur tes offres. Une conclusion à l'émission. Écoute, conclusion, moi, j'ai vraiment envie, mais je sais que on en a parlé avec lui, quand je dis lui, c'est Luc Broussy. Moi, j'ai vraiment envie qu'on se pose autour d'une table, les startups, les organismes de décision, les administrations, les financeurs, les associations, pour réfléchir ensemble à comment on peut être plus efficace et comment on peut mieux diffuser les innovations qui arrivent, les nouvelles technologies qui arrivent au service des seniors. Je pense que là, il y a un vrai sujet. Il y a un sujet, c'est aussi un sujet de communication, comme on en a parlé précédemment. Donc voilà, posons-nous tous autour d'une table, discutons de ça. On en profitera tous et à la fin, surtout ceux qui en profiteront, ce sont nos seniors. Et on a beaucoup de choses à faire pour les aider et pour leur bien-être. Super, merci, merci. En espérant que le message soit entendu. Merci Laurent Hadet. Pardon. Tu es fondateur et directeur général de Cocoon Care. Merci beaucoup. Merci à toi, Frédéric.